29 novembre 2012, s'est tenue à l'ambassade de Suisse, à Paris, une manifestation organisée par l'Association française des anciens élèves des écoles polytechniques fédérales suisses. Bonsoir à tous, monsieur le directeur, cher monsieur Brunner, notre conférencier, il est là, cher monsieur Dehaut, bien bonsoir. Le sujet du jour, demain l'économie sera circulaire ou ne sera pas, animé par Jacques de Groot, ancien élève de l'école polytechnique de Zurich. Erlauben Sie mir, Herr Peter Brunner, der Präsidenten der ETH-Alumni-Vereins, willkommen zu heißen. Ich erinnere so daran, dass wir unsere Studien in Zürich in deutscher Sprache durchgeführt haben. Dies war eine echte Schwierigkeit, die jedoch zu einer wahren Bereicherung geworden ist. Notre futur passe par l'Asie et particulièrement par la Chine. Ce pays est victime de sa pollution galopante, mais il est également le leader mondial du recyclage. Décrié pour son empreinte environnementale, il est le champion de technologies vertueuses comme le captage du CO2 et la production de microalgues à vocation industrielle. Voilà un clip qui permettra de poser les enjeux et d'ouvrir le débat de ce soir. Dans le combat pour sauver l'avenir de notre planète, la Chine est au cœur de la bataille. Le plus grand émetteur de gaz à effet de serre affronte un nombre incalculable de désastres écologiques. Mais depuis peu, la Chine trouve des solutions inventives qui étonnent les autres pays. La Chine place la barre un peu plus haut tous les jours, en termes de vitesse de construction, de quantité, de propreté, d'efficacité. Elle arrive à développer des technologies radicalement nouvelles, en exploitant toutes les voies possibles pour s'attaquer aux problèmes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le pays change l'équilibre des pouvoirs au niveau mondial et évitera peut-être la catastrophe climatique. Il se pourrait que cette Chine polluée parvienne à se sauver et épargne ainsi le reste du monde. Toutes les heures, 1800 nouvelles voitures sont construites. 480 tonnes d'ordures sont jetées chaque minute. Et 100 tonnes de charbon sont brûlées toutes les secondes. Mais un Chinois moyen utilise à peine un cinquième de l'électricité consommée par un Américain. Si tous les Chinois passaient au style de vie des États-Unis, la note énergétique exploserait. L'économie circulaire est une économie selon laquelle le déchet de l'un devient la ressource du suivant. Cette approche itérative est caractérisée par quelques mots-clés. Elle est la seule qui permette à l'humanité d'assurer durablement son avenir face à l'inexorable épuisement des matières premières qui nous font toucher du doigt la finitude de notre planète. Il faudrait 5 terres pour que l'humanité vive en 2050 à l'instar des Occidentaux. Impensable. Et autant est-il frustrant pour les pays en développement de se voir freiner dans leur aspiration d'une promesse de consommation à l'identique, autant il est plus difficile encore de se restreindre comme doivent le faire les Occidentaux. Eux doivent rapidement changer de paradigme pour esquiver une décroissance à laquelle ils ne croient pas ou peu, car ce serait une première dans l'histoire de l'humanité. Sommes-nous voués à un sombre destin comme la civilisation de l'île de Pâques, qui a disparu après avoir déboisé et coupé jusqu'au dernier arbre pour faire rouler ses monumentaux moailles? Et plus récemment, l'île de Nauru, riche du phosphate fossile déposé par les oiseaux sous forme de guano, et dont les habitants embourgeoisés de fraîche date par cette manne, l'ont extraite jusqu'au dernier kilo et sont devenus un des pays les plus pauvres au monde. Les cycles de production doivent être durables, c'est-à-dire répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Cette nouvelle économie suppose également une grande transversalité entre des secteurs industriels qui n'échangent pas traditionnellement entre eux de flux matières. Imaginons qu'un fabricant d'automobiles achète des polymères à l'industrie agroalimentaire pour façonner ses véhicules. Cet exemple réel prouve la nécessité du décloisonnement des silos technologiques traditionnels.
C'est d'ailleurs dans cet œcuménisme technologique que l'on trouve la richesse d'un enseignement réellement polytechnique à l'anglo-saxonne, favorisant le développement d'une innovation associative qui doit jouer un rôle de passerelle cognitive. Le maître étalon du savoir académique, qu'est le classement de Shanghai des grandes écoles, fut un révélateur qui a secoué quelques castes empesées. Enfin, l'acceptation d'un déchet comme matière première suppose que ses qualités soient attestées et que ses origines soient vérifiables. Cela nécessite la mise en place d'outils de marquage et de traçabilité fiables qui prouvent la conformité des matières et des procédés aux cahiers des charges et aux réglementations sectorielles, comme la STM 6866, l'ISO 22000, la HACCP, l'NFX 50127, l'ISO 14000. Nous assistons à un empilement de crises liées les unes aux autres. Elles débouchent sur une crise systémique planétaire. Par-delà les crises financières, éthiques, sociétales, alimentaires, environnementales, nous fonçons vers un mur, ou plutôt vers une falaise qu'il va nous falloir escalader. Elle est la conjugaison entre l'accumulation des déchets polluants et la disparition des matières premières. Lavoisier avait raison, tout se transforme. Oui, mais en mal. Nos propres enfants valideront la prévision dans peu de décennies de l'épuisement des réserves minières de nombreux métaux comme le cuivre, le zinc, l'or et même le lithium et l'iridium qui rentrent respectivement dans la constitution des batteries et des panneaux solaires. Et là ne s'arrête pas le constat, car la baisse de la disponibilité des matières premières fossiles est elle aussi inéluctable. Quand on parle de gaz et de pétrole de schiste ou d'hydrate de carbone, la question du picole reste secondaire. Même si la planète regorgeait de gisements d'énergie fossile, celles-ci sont de plus en plus chères à extirper du sous-sol. Tant en termes financiers qu'en coûts environnementaux, il faut maintenant parfois forer sur plusieurs milliers de mètres dans des conditions extrêmes sur le plancher océanique, lui-même à grande profondeur. On a également ravagé des environnements préservés dans une agitation pionnière pour extraire des schistes bitumineux ou des huiles de gaz et des schistes en Amérique du Nord. Plus grave encore, le CO2 émis. Où le cachera-t-on? Sous le tapis de nos aveuglements égoïstes? On laissera quoi à nos survivants? L'acceptabilité environnementale de ces extractions ne sera pas éternelle si on ne les inscrit pas dans une démarche précautionneuse sur un plan de l'empreinte environnementale et dans une perspective de gestion en aval du CO2 émis. La période récente nous nourrit en catastrophes dont la fréquence s'accélère. La planète a su nous rappeler au Japon, dans le golfe du Mexique, qu'entre elle et l'homme, la lutte est inégale, mais que la manche finale pourrait bien être à son avantage à elle. Autre crise non des moindres, la population mondiale, qui aspire à juste titre à consommer plus de protéines, vit majoritairement dans les villes et à moins de 80 km des côtes. Mais on a vidé les mers. Des bateaux-usines affament les pêcheurs côtiers traditionnels, les stocks halieutiques ont considérablement baissé, contraignant à racler le fond des mers et les poissons à croissance lente qui s'y nichent. Et pour finir, on a fait grossir les gyres, maintenant des continents de déchets plastiques au centre des océans, et leurs micro- et nanofragments se conjuguent avec les métaux lourds qui non seulement piègent les oiseaux marins, mais sourcent en toxines l'amont de notre propre chaîne alimentaire. Sur Terre, ce n'est guère mieux. Les ruminants émettent autant de gaz à effet de serre que les automobiles, et vu sous cet angle, mieux vaut manger du cheval. Et l'on concurrence la production d'aliments en fabriquant des biocarburants et des bioplastiques issus de cultures industrielles. Paul Crutzen, prix Nobel de chimie en 1995, a démontré que ces biocarburants de première génération sont plus négatifs sur l'effet de serre que l'utilisation du pétrole lui-même, en termes d'analyse du cycle de vie du fait du relargage dans l'atmosphère des oxydes d'azote, qui sont 300 fois l'équivalent du CO2. Jean Ziegler, membre du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, a même qualifié ces productions de crimes contre l'humanité. Les générations qui nous suivront, seules, pourront dire si ces propos étaient outranciers ou dramatiquement ajustés. Reconnaissons toutefois leur rôle aux industriels innovants, défricheurs de ces nouvelles voies, qui semblent les mieux placés pour faire migrer leurs procédés
vers des voies plus durables et conjugueront de façon complémentaire les différentes générations de biosynthèse. En plus de la guerre menée contre nos réservoirs de biodiversité que constituent les forêts primaires, on a considérablement dégradé les sols fertiles par une agriculture intensive. On utilise massivement des produits chimiques phytosanitaires, on omet de restituer au complexe humide des sols la matière organique prélevée. Ceux-ci rougissent et se latérisent. Les ex-terres agricoles, devenues stériles, se ravinent. Et ailleurs, ce sont des États étrangers et des consortiums privés qui opèrent de véritables prédations sur des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles vivrières dont les occupants sont chassés par une production industrielle alors réservée à l'exportation. Quand dans ce siècle nous serons 10 milliards d'humains, ces populations locales seront non seulement carencées en protéines, mais elles auront faim. On pourra alors s'interroger sur la pérennité de ces arrangements. Il faut confirmer que les agriculteurs, tant dans leur mission nourricière que dans leur rôle d'interface pour la restitution raisonnée de la biosphère, sont importants pour une grande partie des déchets et des effluents biologiques. La crise environnementale est invraisemblablement complexe à modéliser et à prévoir. Quand on sait que les plus gros ordinateurs au monde ont du mal à prévoir une météo à plus de quelques semaines, malgré des données linéaires. La modélisation de l'environnement à l'échelle planétaire et sur le long terme en est une autre affaire. Il suffit d'écouter les thèses et antithèses de certains climato-savants qui détricotent les prémices de référence pour se persuader qu'il vaut mieux réserver notre énergie créatrice à déployer des solutions rapidement applicables que de participer à entretenir un doute suicidaire. Nous avions appris les 5 continents. Depuis, il y en a 3 de plus que nous avons créés en moins d'1 siècle. Tous ces oiseaux sont morts de faim et d'empoisonnement. Ils ne font que nous précéder dans la chaîne alimentaire. Si l'on fait le choix de substituer au pétrole la production de biocarburants ou de biopolymères de 3e génération, c'est-à-dire issus de micro-organismes autotrophes, les microalgues, on constate une inversion des boucles de rétroaction négatives et la possibilité de mise en place d'un schéma vertueux et réellement soutenable. Mais au-delà de la maîtrise des points critiques touchant aux grands défis qui nous sont soumis, il y a un véritable foisonnement de bonnes raisons de mettre en place ce type de production. Pour s'en convaincre, il suffit de découvrir la longue liste des effets bénéfiques d'une telle mise en œuvre. Ils impactent de façon positive, directement ou indirectement, la production d'énergie, la gestion de l'eau potable, la production d'aliments, la préservation des gisements halieutiques, les changements climatiques, les termes des échanges nord-sud, le bien-être des pays en développement, les maîtrises migratoires par sédentarisation locale. De Lovelock à Hulot, d'Adam Smith à Goux, d'Al Gore à Arthus Bertrand, de Michael Moore à Paul Watson, nombreuses sont les personnalités et les vigies qui ont interpellé les consciences. Les constats souvent anxiogènes s'accumulent. Les preuves de notre irresponsabilité sont sans cesse plus nombreuses et nous commençons à distinguer les contours de l'impasse dans laquelle l'humanité s'est engagée à vive allure, le pied très lourd sur l'accélérateur. Mais notre addiction est forte et la maison brûle, hélas, toujours. Non seulement nous devons ralentir cette course folle qui mène au néant,
Mais nous devons le faire au plus vite, car l'échéance n'est pas flexible. C'est la planète qui en décidera. Une bonne nouvelle toutefois, des solutions concrètes et disponibles existent. Elles peuvent permettre d'éclairer le chemin de cette humanité qui avance la corde au cou et les yeux bandés.